De quoi, Hao, donne-moi, Monsieur Howard Morrison, une vieille mélodie maori dont on ignore les origines. Ce reportage de la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux du Commonwealth vous parvient en direct du Mount Smart à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est rare de te voir ici. Ah, la nouvelle saison va commencer bientôt. T'es pas un peu trop vieux pour jouer au hockey? Bon, j'ai conservé mon corps de jeune homme. Est-ce que le savon? Un corps de jeune homme peut-être, mais pas les yeux en tout cas. C'est du détercif, ça. Ouf, j'ai besoin de nouvelles artères. Veux-tu prendre les miennes? Les roses à dentelle. Non, tu les portes tellement mieux que moi. Sunlight, ça fait partie de la famille. Le fleuve s'agite et le vent tourne pour les personnages de l'héritage. Pourquoi Myriam m'a gardé? Tu représentais malgré toute la vie pour elle. C'est plein de cette race de monde-là, là-dedans. Il arrive jamais que ce qui doit arriver. Le monde est rempli de monde qui seront jamais capables de mourir parce qu'ils n'ont jamais commencé à vivre. Ma dignité, Nathalie, qu'est-ce que tu fais de ma dignité? Discours, confidences, disputes, secrets. Les mots méritent qu'on les vive dans l'héritage. Mardi, 20h. Are being escorted by the New Zealand Army Band to the front of the De retour Royal au stade du Mont Smart, ce sont maintenant des membres de l'armée qui remettent aux représentants des athlètes le drapeau national de leur pays. Ils viennent se placer devant les gradins réservés aux athlètes qui ont participé au défilé de cette cérémonie d'ouverture. Moi, c'est la première fois que je vois cette cérémonie, Camille. Je pense que c'est nouveau à l'occasion des cérémonies d'ouverture. Ce n'est pas la première cérémonie des Jeux du Commonwealth à laquelle j'assiste, mais c'est la première fois que je le vois dans ce genre protocolaire, puisqu'avec des représentants, des membres de l'armée, qui vont chercher au sein des athlètes un représentant qui a été désigné d'avance pour venir à la tribune royale avec le drapeau de son pays, en attendant bien sûr le prochain élément qui sera l'entrée dans le stade du bâton transportant le message de la reine. Ce fameux message qui a parcouru d'autres pays que la Nouvelle-Zélande avant de revenir ici à Auckland au début de l'hiver. Ça, c'était en Nouvelle-Zélande et qui a été éventuellement séparé en deux, on le rappelle, pour aller faire la tournée du pays d'abord sur l'île du Sud et aussi sur l'île du Nord. Les deux parties du bâton transportées par un total de 12 000 athlètes néo-zélandais, 6 000 au sud, 6 000 au nord. Ces deux parties ont été réunies ce matin dans le port d'Auckland. Et là, des coureurs depuis ce temps, on l'a vu au cours de l'émission, se relaient pour finalement arriver dans le stade et présenter le bâton et le message qu'il contient au prince Édouard qui le lira aux athlètes au nom de la reine Élisabeth. La reine Élisabeth qui arrivera le 1er février pour assister au dernier jour des compétitions et aussi assister à la cérémonie de clôture. Ce que nous voyons, ce sont des athlètes, enfin un athlète par pays, désignés qui portent le drapeau de son pays. Ils vont faire le cercle près de la tribune royale en attendant l'arrivée du dernier coureur. Ça ne saurait tarder. Your Royal Highness, ladies and gentlemen, this is the moment we've all been waiting for. Alors l'annonceur nous dit que le moment tant attendu, l'arrivée du bâton contenant le message de la reine à l'intention de tous les participants de ces 14e Jeux du Commonwealth est sur le point de se réaliser. Et je suis convaincu, Pierre, qu'on va réserver un tonnerre d'applaudissements au dernier porteur de la flamme, du bâton. On a l'habitude de parler de la flamme, du bâton. Il va faire son entrée dans un tout petit moment. Nous avons ici, nous, grâce aux caméras de la télévision, la chance de voir le cérémonial, ce que les spectateurs ne voient pas maintenant, mais là, ils viennent de voir l'entrée du cavalier. C'est Mark Todd avec son cheval Charisma. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul en sport équestre. Mais ce n'est pas le dernier coureur. Ça, c'est un secret. Je vous l'ai dit tantôt, mais enfin, les gens dans le stade ne le savent pas encore. Et ils sans doute remarqué parce que l'athlète, le dernier athlète à porter le bâton est probablement le plus connu de toute l'histoire de l'athlétisme de la Nouvelle-Zélande. Un très grand athlète. Et c'est lui qui fera le dernier relais et qui apportera le bâton au prince Édouard. On lui a probablement réservé l'occasion de
donner le bâton. Je ne suis pas convaincu qu'il va nous faire part de son talent. En réalité, ce dernier porteur du bâton, ce fut un secret drôlement bien gardé. On nous a communiqué au cours des derniers jours plusieurs noms. Et finalement, à nous de choisir. À nous de choisir. Ouais, ben enfin, on va taire son nom pour l'instant, je l'ai dit en début d'émission, mais là, je vais garder la surprise pour ceux qui ne le savent pas encore. Inutile de vous dire que c'est un athlète néo-zélandais, ça va de soi. Pour l'instant, c'est Mark Todd qui porte le bâton contenant le message de la reine et qui fait un tour de piste, parce qu'il faut-il rappeler que c'est ici au stade que seront présentées toutes les épreuves d'athlétisme. Les 10 épreuves au programme étant toutes des épreuves individuelles, qui par la force des choses parfois deviennent des disciplines d'équipe. Je pense au badminton par exemple en double, les relais en natation, etc. ou en athlétisme. Mais il n'y a pas de sport d'équipe. Ainsi, il n'y a pas de basketball, il n'y a pas de volleyball, il n'y a pas de soccer, il n'y a pas de hockey sur gazon, etc. Mark Todd et son cheval Charisma, médaillé d'or aux Jeux Olympiques. C'était l'épreuve de 3 jours en sport équestre qu'il avait remporté avec ses compatriotes Things Pottinger, Andrew Benny, Margus Knighton. Et Mark Todd, bien sûr, c'est lui qui est à bord de ce magnifique cheval Charisma. Et soit dit en passant, pour les amateurs de chevaux, la Nouvelle-Zélande produit d'excellents chevaux de course, que ce soit sur le plat ou que ce soit course athlée. Alors le prince Édouard, vous l'avez vu applaudir et tout le monde croit que c'est Mark Todd qui va présenter le bâton, mais ce n'est pas le cas. Il poursuit, bon, j'allais dire sa course, mais enfin, sa balade vers l'autre extrémité du stade, passant devant la tribune royale, et c'est là, dans un moment, qu'il va remettre le bâton à ce dernier athlète qui lui fera un autre tour de piste. Il en a l'habitude, hein? Il en a fait plusieurs. Et a inscrit des records, a remporté des médailles à peu près partout dans le monde. Ben, c'est une très belle cérémonie d'ouverture. On a toujours l'impression, Camille, que quand on en a vu une, on les a toutes vues. C'est pas vrai. Je me souviens de Brisbane en 82, c'était admirablement bien réussi. Et puis à Édimbourg, c'était différent, mais chaque pays a sa façon, bien à elle, de présenter un spectacle. Et ce soir, ça a été plus long qu'à l'accoutumée, mais je n'ai pas senti que c'était long. Pas nécessairement, parce qu'il y avait énormément d'imagination au cœur du spectacle. Il y avait beaucoup d'imagination dans les chorégraphies et elles étaient très explicites, ces chorégraphies. J'ai eu l'impression à certains moments qu'on n'avait probablement pas besoin de donner les détails au sujet de la terre, de l'eau et des nuages. C'est fait. Famous for many gold medals won in Commonwealth and Olympic Games, New Zealand's own Peter Snell. Peter Snell, voilà, Peter Snell. Pour tous les connaisseurs d'athlétisme, c'est un nom, je ne dirais pas légendaire, mais presque. Quel grand athlète. Médaille d'or aux 800 mètres à Rome, lors des Jeux Olympiques. En 60. Oui, double médaillé d'or en 64 à Tokyo aux 800 et 1500. Double médaillé d'or, c'était à Perth en 62 aux Jeux du Commonwealth. Et un record du monde en 64 aux 800 mètres. 2 fois ou 3 fois l'athlète de l'année en Nouvelle-Zélande, à juste titre. Un athlète remarquable et qui a annoncé sa retraite peu de temps avant les Jeux de 66 à Kingston en Jamaïque. Et la foule qui l'applaudit chaleureusement, c'est un athlète extrêmement populaire et d'une notoriété internationale. Et on se lève sur son passage, Pierre. Et c'est lui qui est le dernier relayeur, qui va apporter le message de la reine au prince Édouard, à la tribune royale. On a l'impression qu'il pourra encore courir un peu, hein, et s'en tirer fort bien. Il y en a plusieurs qui ne devraient pas lui lancer un défi. Alors ce message, on a hâte de le connaître, Camille. Il vient le porter au président de la Fédération des Jeux du Commonwealth, M. Peter Heatley, qui invite alors, et qui va le faire dans un moment, le prince Édouard à lire le message de la reine. Alors c'est ces deux moitiés du bâton dont parlait Camille tantôt, voilà ce qui est fait, et le message à l'intérieur qui sera remis au prince Édouard dans un moment. Your Royal Highness, I invite you to read the message from Her Majesty the Queen and to open the 14th Commonwealth Games.
L'invitation de M. Ridley est lancée et le prince Édouard va nous donner le message, lecture du message de la reine. This message of greeting for the 14th Commonwealth Games has been brought to Auckland from Buckingham Palace by a relay of hundreds of runners in London, Canada, Australia, and in both the North and South Islands of this country, New D'abord, Zealand. le prince Édouard fait état de ce que nous avons, de ce dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Le fameux relais qui a quitté Buckingham Palace et qui a visité plusieurs pays avant de s'admettre ici en Nouvelle-Zélande. With 10 sports and such a variety of events is no easy task. And I would like to thank L'organisation d'une and compétition du congratulate genre everyone avec 10 involved sports for their hard work n'est and preparation over pas many facile. years in making everything ready for this moment. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont contribué à rendre tout prêt pour la préparation et la présentation des Jeux. Que les compétitions se déroulent dans un grand esprit sportif. Et qu'à l'image de plusieurs Jeux, que le village soit toujours le centre de camaraderie. As they did in Auckland in 1950 and in Christchurch in 1974. I much look forward to joining you towards the close of the Games for the culmination of 10 days of fellowship and sport. Je vous encourage donc à la camaraderie au cours des prochains jours. Open. Et je déclare les 14e Jeux du Commonwealth ouverts. Et sur cette déclaration d'ouverture officielle, l'équipe qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1972, elle était de la Nouvelle-Zélande. L'équipe des 8 transporte maintenant le drapeau des Jeux du Commonwealth. Ça, c'est l'équipe d'aviron qui a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Munich en 1972. Simon Dickey, Anthony Hurt, Gary Robertson, Wybo Veldman, Athol Earl, Dick Joyce, Lindsey Wilson et John Hunter. 72, ça fait 18 ans. Et ce drapeau qu'il transporte, c'est un drapeau de 10 pieds sur 15, comprenant au centre une couronne encerclée par une chaîne de 35 médaillons. Pourquoi 35 médaillons? Alors que l'on voit John Hunter, l'un des membres de ce fameux 8 médaillé d'or en aviron à Munich en 72. Alors les 35 couronnes, c'est la moyenne des pays inscrits aux Jeux. Cette moyenne va peut-être augmenter puisque maintenant on en a quoi? 56 cette année? Ici, en tout cas, à Auckland, il y a 56 nations représentées. Le record précédent était de 46 à Edmonton, ensuite 45, ça c'était à Brisbane. Et on apercevra également sur le drapeau les lettres B, C, G pour British Commonwealth Games. Le British est toujours demeuré sur le drapeau. La couronne et les lettres sont dorées, de même que les maillons de la chaîne. C'est sur un fond bleu foncé. Le tout égayé d'une bordure dorée que l'on peut apercevoir ici tout autour. Ce drapeau a été employé pour la première fois en 1954. Oui, et c'était à Vancouver. Alors, des jeux, on les appelait les Jeux de l'Empire à ce moment-là, et c'est là que Roger Bannister avait pour une deuxième fois abaissé le fameux mur du 4 minutes dans l'épreuve du 1000. Le drapeau flottera au mât central pour la durée des Jeux. Il demeurera dans la ville d'Auckland jusqu'en 1994, alors que le maire de cette ville néo-zélandaise le remettra au maire de la ville de Victoria lors de l'ouverture de l'édition des Jeux de 94. Victoria, évidemment, en Colombie-Britannique, au Canada. Et d'aucuns se demanderont probablement, Pierre, pourquoi la présence de cornemuse en Nouvelle-Zélande? Eh bien, c'est pour symboliser que le séjour de ce drapeau, antérieurement, c'était celui d'Édimbourg, en Écosse. Voilà. On va maintenant le hisser à ce mât. Parce qu'ici, il n'y a pas de flamme, comme c'est le cas pour les Jeux olympiques. Et à la fin des Jeux, bien sûr qu'il faudra le transmettre aux prochains organisateurs, les Jeux Victoria.
Le drapeau, donc, pendant qu'il est hissé au mât, une salve de 14 coups de canon marque l'ouverture officielle de ces 14e Jeux du Commonwealth. Au premier coup de canon, qui n'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder, des pièces pyrotechniques seront lancées dans le ciel d'Auckland, laissant sortir des drapeaux des pays inscrits aux Jeux et des souhaits de bonne entente entre les athlètes et les peuples qu'ils représentent. Voilà, c'est les coups de canon, plus les pièces pyrotechniques. Alors tout le monde a les yeux rivés au ciel pour voir si cet éclat va avoir une suite. Alors vous les voyez maintenant, voilà qui. Alors ce sont là, c'est là une façon de formuler des souhaits de bonne entente entre les athlètes et les peuples qu'ils représentent. Dans un moment, le serment des athlètes. Additionnel. Le temps d'une pause et on vous revient en vous rappelant que ce reportage de la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux du Commonwealth vous parvient en direct du Mount Smart Stadium à Auckland en Nouvelle-Zélande. Je me lève à 6 heures tous les matins. Je prends l'auto pour aller travailler. Ça me prend une voiture maniable sur la grande route, en circulation, pour tous mes déplacements. Puis, j'aime bien un petit peu de performance. Chez Passport, nous savons ce que vous voulez. La nouvelle Impulse d'Isuzu à suspension Lotus, pour moins de 16 000 $. Aux confins de l'univers connu, une lutte à l'enjeu colossal s'engage entre les forces du bien et du mal. On étouffe dans ce truc-là. Un pouvoir mystérieux déterminera l'issue de cette bataille interstellaire. La force, non! Préparez-vous à vivre la plus grande aventure cosmique depuis... Enfin bref. Bon voyage! La folle histoire de l'espace, au grand film jeudi 20h. Le spectacle pyrotechnique a duré peu de temps parce que nous sommes rendus à un moment important de cette cérémonie d'ouverture. Un représentant de l'équipe de la Nouvelle-Zélande va s'approcher de la tribune où il va prononcer le serment des athlètes. Il s'agit de Barbara Moore et Green Robson. Robson, qui a 31 ans, a été 4 fois champion de badminton de la Nouvelle-Zélande et il participe aux Jeux du Commonwealth pour la 3e fois. Et sa partenaire, Barbara Moore, représente la Nouvelle-Zélande pour la première fois à des Jeux du Commonwealth. We declare that we will take part in the Commonwealth Games of 1990 in the spirit of true sportsmanship, recognizing the rules which govern them, and desirous of participating in them for the honor of our Commonwealth and for the glory of sport. Nous promettons de nous présenter aux Jeux du Commonwealth de 1990 en concurrents loyaux, respectueux des règles qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur du Commonwealth. Tel est le serment prononcé par ces deux athlètes. Deux jeunes vont maintenant entrer dans le stade en portant 2 bâtons. Ils sont déjà à l'entrée et arrivent maintenant sur la piste à l'autre extrémité. Vous les voyez. Ils représentent les milliers de jeunes néo-zélandais qui ont porté ou accompagné les porteurs du message depuis le 1er janvier dans tout le pays. Ces 2 bâtons représentent la fierté et l'esprit de la Nouvelle-Zélande. Si occasionnellement vous nous entendez à travers les reportages prononcer le nom de la ville comme étant Auckland ou Auckland, dites-vous bien que les deux se disent. Ici à Auckland, on a interrogé les habitants à ce sujet. On nous dit que ce sont plutôt les snobs qui disent Auckland, mais que le gros de la population dit Auckland, comme si c'était O-A-K au lieu de A-U-C-K. Un ou l'autre, ça va. Alors que la fierté et l'esprit de la Nouvelle-Zélande éclairent ces Jeux.
Un immense néon donc s'illumine derrière le cœur des jeux. C'est le début d'un spectacle de laser. Et une vidéo nous permet de voir les différents sites où se dérouleront les épreuves des 10 sports de ces Jeux d'Auckland. Alors ces sports étant l'athlétisme, pendant qu'on voit le centre-ville, le badminton, le boulingrin, la boxe, le cyclisme, la gymnastique, l'haltérophilie, le judo, natation, plongeon, nage synchronisé et le tir. Et pour la première fois depuis le début des Jeux en 1930, Camille, il n'y a pas de lutte. Il y a 3 sports qui ont toujours figuré au programme des Jeux du Commonwealth, qui vous fera plaisir, la boxe, ainsi que la natation et le plongeon et l'athlétisme. Il y a d'ailleurs 2 sports seulement qui sont obligatoires aux Jeux du Commonwealth. La natation et l'athlétisme. Et l'athlétisme, si on peut considérer cela comme un sport, parce qu'il y a plusieurs disciplines à l'intérieur. Et la natation, évidemment, qui regroupe aussi le plongeon et depuis 2 Jeux, la nage synchronisée. Il y a déjà eu le water polo, mais seulement une fois. Et l'aviron doit être présenté à tous les 2 Jeux. C'est-à-dire que l'aviron fera partie des Jeux de Victoria en 1994. On a eu l'occasion de voir au tout début de cette séquence vidéo, Pierre, un cratère. Les volcans qui étaient nombreux en Nouvelle-Zélande à l'arrivée des Maoris. La plupart sont maintenant éteints. Il y en a encore 1 ou 2, je pense, qui sont actifs, mais pas très actifs. Et de retour au stade, ici, on évoque avec cette musique les sports nautiques pratiqués près d'Auckland et près de plusieurs autres villes néo-zélandaises situées près de la mer. C'est le pays de la voile et du surf. Les jeunes néo-zélandais sont fort habiles aussi sur leur volet roulant et nous aurons l'occasion d'en voir à l'heure, j'en suis sûr. On entend maintenant le chant Breakout, interprété par Taisha Kutze. Il a été composé par Billy Christian de la ville d'Auckland. Break up, take the hero, stand up.
Breakout. Chanté par Taisha Kutse. Et ce que vous voyez actuellement, c'est un sport très populaire en Nouvelle-Zélande. Oui, ben, ils sont tout près de nous. Hein. Ouais. Attention, monsieur Dubé. Au-dessus de nos têtes. À un point tel, la popularité de ce sport, Pierre, que lorsque j'ai visité la piscine des Jeux de Christchurch, on y a installé une tour qui permet à toute personne qui le désire d'aller se pratiquer à ce genre de plongeon suspendu attaché par les pieds et sauter tête première dans le vide. Ouais, ce sont de longs câbles élastiques qui se lancent en bas et se laissent ensuite monter et descendre. Ça s'appelle comment? Il y a un nom spécial pour ce sport. On va donner le nom, Pierre, mais je dois... C'est devenu très populaire. Ils le font à partir du pont là, qui sépare les nombreuses baies ici à Auckland. Du bungee? Comment ça fait ça? Du bungee. Quelque chose du genre. Bungee. On va voir dans un petit moment des avions de l'escouade d'acrobatie de l'aviation néo-zélandaise. Ce sont des Skyhawks. Ce sont des avions américains et qui font partie de l'aviation néo-zélandaise. Et ça ne saurait tarder, ils doivent passer en formation au-dessus du stade. Et il y a un superbe feu d'artifice qui, me dit-on, est quelque chose à voir qui devrait commencer dans quelques instants. Ça va durer très peu de temps, mais ça va être très beau. Spectaculaire. Alors c'est ce qu'on attend. Le spectacle jusqu'à maintenant, Camille, est quoi? Une dizaine de minutes en retard, ce qui est peu, compte tenu de l'importance et des liens qu'il fallait assurer avec tout ce monde, parce qu'il y en avait des participants. Tout à l'heure, je pense qu'il y avait à peine 13 minutes de retard sur l'horaire prévu. On attend les avions. Et à cause du retard, bien sûr, il a fallu retarder le départ des avions de l'aéroport d'où ils sont partis pour que ça coïncide, bon, que ça rentre dans le synchronisme du spectacle. On les attend. Je dois avouer que ce sera bien la première fois pour moi que je vois un spectacle d'avion le soir. Généralement, ça se fait le jour. Opening of the 14th Commonwealth Games. But this is a very special celebration, as today also marks the 60th Diamond Jubilee of the Commonwealth Games. Le jubilé d'argent. Diamond, d'or. Alors on voit le prince Edouard. Le jubilé de diamant, par contre. Diamond, vous avez raison, oui. Diamant, parce que l'or, c'est 50 ans, oui. Alors l'escorte royale, le prince Edouard, qui va nous quitter, qui va faire probablement un tour de piste avant de quitter l'enceinte du stade. Et sa maman, la reine Elisabeth, viendra le relever. Voici justement les avions. Alors on les voit beaucoup mieux à l'écran. Ici, c'est impossible de les voir pour le moment. Alors voilà qu'ils passent juste au-dessus de nous. De l'équipe d'acrobatie de l'aviation de la Nouvelle-Zélande. Et le feu d'artifice qui commence. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande n'a pas osé dépenser les milliards qu'on a dépensés au Canada pour des avions ultramodernes, parce que les Skyhawks, ce sont des avions qui datent du début des années 60. C'est un pays qui préconise la paix et qui a fait parler depuis beaucoup au cours des dernières années par son refus de laisser entrer des navires avec ogives nucléaires dans ses ports. Et ce qui a créé d'ailleurs un malentendu avec les États-Unis à ce sujet-là. Et Pierre, avec le départ de l'escorte royale, ça marque à toute fin pratique la fin de cette cérémonie d'ouverture. La fête n'est pas pour autant terminée. Il y aura Chris Thompson qui va interpréter This is the Moment. La chanson thème des Jeux. Oui, ce qui va rappeler aux athlètes que ce sont peut-être les derniers instants de la cérémonie d'ouverture, mais que les Jeux vont maintenant commencer. Donc, place aux athlètes et aux compétitions dans 10 sports à l'affiche de ces 14e Jeux du Commonwealth. Ce chant veut rappeler donc aux athlètes que ce sont les derniers instants de
cette cérémonie d'ouverture. Nous serons de retour dans un moment pour vous dire au revoir. Je vous rappelle que ce reportage vous parvient en direct du stade du Mont Smart à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas mieux que moi pour vous parler de rien. Parce que rien, c'est tout ce qu'il vous faut pour conduire cette Stanza de Nissan. Rien à verser, rien à payer durant 3 mois. Rien du tout pour cette Sentra. 0 pour ce costaud. Et rien pour une Access. Ok les enfants, voyez vite votre concessionnaire Nissan avant qu'il ne reste plus rien. Les amateurs de hockey seront bien servis cette semaine, puisque vendredi 20h, la soirée du hockey Molson à Radio-Canada vous présentera le match entre les Canadiens de Montréal et les Capitals de Washington. Et ce n'est pas fini, car samedi 20h, vous pourrez suivre une autre partie aussi palpitante entre les Maple Leafs de Toronto et les Canadiens de Montréal. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Les athlètes quittent leur gradin pour se mêler aux participants de ce magnifique spectacle. C'est la fête sur le terrain, mais dans les estrades, Camille, à peu près personne n'a osé quitter son siège parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait davantage. Cette chanson qu'on écoute, This is the Moment, ben, c'est la chanson des Jeux. C'est Chris Thompson qui en est l'interprète et qui est la grande vedette rock de la Nouvelle-Zélande. Il demeure à Londres, mais il revient souvent à Pia Beach, sa demeure néo-zélandaise. Il est aussi très bien connu aux États-Unis. Alors, le temps de vous rappeler que nous sommes à Aotearoa, la terre aux longs nuages blancs, la Nouvelle-Zélande. Je suis convaincu que les athlètes qui ont participé à la cérémonie d'ouverture aimeraient fêter beaucoup plus longtemps parce que le rythme est entraînant, le rythme est endiablé presque, mais ce sera probablement à la cérémonie de clôture qu'ils se retrouveront pour fêter davantage. Pour l'instant, ils doivent penser sérieusement à leur compétition et on nous dit que dans la plupart des centres de compétition, les gens d'Auckland, de la Nouvelle-Zélande et plusieurs visiteurs vont répondre en grand nombre pour assister aux compétitions parce qu'ici, l'intérêt est très grand. Ça s'est manifesté déjà ce soir avec cette cérémonie d'ouverture, l'envoyant. Oui, tout à fait. Et c'est demain que ça commence. Personnellement, je serai en natation avec Jean-Marie de Coninck, où les premières épreuves seront présentées, des finales dès demain soir. Il y aura aussi du plongeon, de la nage synchronisée. Au cours des 6 prochains jours, ces 3 disciplines seront présentées. Je sais que dans votre cas, Camille, la boxe est toujours du début à la fin des Jeux, ça ne s'arrête pas. Selon l'expression populaire, c'est mur à mur. Et on a d'ailleurs ajouté 2 sessions à l'horaire initial prévu parce qu'il y a un peu plus de boxeurs d'inscrits que ce que l'on avait prévu antérieurement. Et bien sûr, tous nos confrères vous transmettront les rendements des Canadiens sur tous les autres plateaux de compétition. On vous a parlé des 10 disciplines au programme. Il y a aussi 2 sports de démonstration, le netball et le triathlon. Le triathlon, ça c'est dimanche. Merci Camille Dubé. Merci à notre recherchiste Yvon Dor. Ici Pierre Dufault. Au revoir mesdames, messieurs. Les jeux commencent demain. Et pour le mot de la fin, nous retournons en studio à Marie-Josée Turcotte. Merci beaucoup, messieurs. J'espère que vous, à la maison, vous êtes encore un tout petit peu réveillés, malgré l'heure tardive, donc 4h moins 10 du matin. Donc, ces 14e Jeux du Commonwealth sont officiellement ouverts. Nous allons maintenant parler que de compétition au cours des 9 prochains jours. Et côté compétitif, bien sûr, ce sont encore les 3 mêmes pays qui se feront la lutte, soit l'Australie, le Canada et l'Angleterre. Demain, donc, début des compétitions, natation, il y aura les épreuves. Votre présence ici nous fait beaucoup d'honneur. Et j'aimerais que cette soirée soit pour vous une fête, un cadeau, un moment de bonheur. Good evening to one and to all. We're delighted to be here with you. We hope that this great meet will hold you enthralled beneath skies of crystalline blue. Ainsi, c'est par nos voix que vous aurez ce soir toutes les précisions dont vous êtes avides. Et pour reprendre un mot cher à nos montagnards, j'aurai l'insigne honneur de vous servir de guide. We'll tell all we can through the sound of our voice. No details or fact will we hide. To borrow a phrase of the mountaineer's choice, I'm honored to serve as your guide.
deux animateurs donc, qui seront nos guides. Et c'est vrai que c'est un voilà ce qu'on terme attendait, Marie-Josée. important. Oui, voilà donc un guide, c'est un terme important en montagne puisque c'est une des activités fort importantes. La patrouille de France, les Alpha Jets de la patrouille de France qui vont survoler le stade olympique. 8 appareils de la patrouille qui ont décollé de la base de Salon de Provence il y a une vingtaine de minutes. Base qui se trouve entre Avignon et Marseille. Ils sont exactement au-dessus du stade en ce moment. Vous voyez la couleur qui est laisse derrière. Donc, c'est la couleur aussi des anneaux olympiques. Les 5 couleurs qu'on retrouve. Et on entend à leur passage les cloches de la Savoie qui saluent l'ouverture des 16e Jeux olympiques. Alors, toutes les cloches de la Savoie, ça c'était prévu, toutes les cloches devaient sonner ensemble pour démontrer la solidarité des Savoyards envers donc, ces Jeux olympiques. Pendant qu'on voit ici, sur la scène centrale, entrer les gens qui vont participer à ce spectacle-là. Alors, les pilotes de la patrouille ont certainement eu une petite pensée pour Jean-Claude Killy, qui est le parrain de la patrouille des Alpha Jets de France. Tout est fait dans les tons de gris, ce qu'on appelle ici le gris anthracite, qui rappelle la couleur des roches. Et ça, c'est le langage des sourds et muets, donc pour traduire. Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Nous souhaitons la bienvenue à tous les athlètes. Bienvenue aux spectateurs et aux téléspectateurs du monde entier. Recevez un accueil chaleureux des habitants d'Albertville et de la Savoie. Aujourd'hui sont rassemblés ici des personnes de toutes les races et de toutes les cultures sous une bannière de fraternité internationale. Au nom du comité d'organisation et de tous les Français, nous souhaitons aux athlètes succès et récompenses. Vive les Jeux olympiques! Voilà une façon bien spéciale de souhaiter la bienvenue au monde entier, en Savoie et en France, dans le langage des signes. C'est le cas de dire dans le monde entier, puisqu'on parle de 2 milliards de téléspectateurs. Alors, vous n'êtes pas tout seul devant votre téléviseur. Alors voilà la patrouille de France qui revient pour un deuxième et dernier passage au-dessus de la ville d'Albertville et du stade olympique. Formation rectiligne, exactement comme le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Avec, sauf que cette fois, c'est les couleurs des anneaux olympiques. Encore une fois, c'est un spectacle toujours impressionnant. Ils sont exactement là au-dessus du stade, donc, et ça rappelle un petit peu ce qu'on a chez nous, qu'on appelle les snowbirds, qui font un peu dans le même genre de spectacle. Et on a toujours l'impression qu'ils vont aller s'écraser dans les montagnes parce que Albertville est enchâssé dans un col, dans une vallée. On est entouré de montagnes absolument spectaculaires. Et là, 65 patineuses et patineurs qui font leur entrée. Chacun des pays inscrits à ces 16e Jeux olympiques. Donc c'est un record, 65 pays qui participent. Je crois que c'est 6 de plus qu'à Calgary. Je crois que c'était 59 pays à Calgary. Dire qu'il y a eu quelques séparations, alors ça aide à augmenter le nombre de pays. On rajoute les Pays-Baltes, on rajoute la Slovénie et la Croatie. Donc tout de suite en partant, ça fait 3 plus.
si vous apercevez des tribunes libres, des gradins ou des sièges libres dans les tribunes, c'est que c'est là que vont s'asseoir les athlètes qui vont défiler tout à l'heure pour assister au spectacle. Tout comme on avait vu aux Jeux olympiques de Calgary, donc on ne va pas laisser les athlètes debout en plein milieu du stade, mais donc on va leur donner la chance de s'asseoir. Et d'assister en toute quiétude au spectacle. Oui, c'est bien qu'on le fasse comme ça parce qu'il y a José Lacasse, qui sera notre analyste en ski alpin, qui me disait qu'elle, qui a participé aux Jeux olympiques de Calgary, elle me dit « Je vais essayer d'avoir un billet parce qu'elle dit moi à Calgary, je n'ai rien vu, on est arrivé, tout était fini. » Alors voilà, c'est un salut aux 65 nations inscrites à ces 16e Jeux olympiques d'hiver. Donc des figurants qui vont participer à cette démonstration de savoir-faire de la Savoie. La Savoie qui regroupe 340 000 de population. Alors c'est quand même pas une très grosse région, mais c'est une région qui est très active par contre. Et on en profite pour hisser au mât du stade les drapeaux de ces 65 pays. Et encore une fois, le soleil se couche sur la Savoie. Une légère brume a envahi la vallée des Bauges. Et c'est magnifique. Regardez les montagnes derrière avec les sommets, les pics enneigés. Il faut dire qu'il y a quand même un grand écart de température entre le jour et la nuit, d'où ce phénomène de brume et de brouillard souvent le soir. C'est que le jour, ça peut grimper jusqu'à plus 10, pendant qu'on voit ici un feu d'artifice. Ça peut grimper jusqu'à plus 10 et la nuit aller jusqu'à moins 4. Donc, il y a un phénomène vraiment là, de changement de température. Et depuis notre arrivée, on a été gâtés. La première journée, c'était brumeux et pluvieux. Je parle de notre arrivée là, cette semaine, lundi, et il fait magnifiquement beau. Alors, vous l'avez reconnu, c'est l'hymne à la joie de Beethoven, qui est aussi l'hymne européen. Ça, on l'a adopté, cet hymne européen, en 1972, donc pour parler de l'Europe des 12, la communauté économique européenne. Donc, c'est la communauté économique qui veut saluer les Jeux olympiques. Oui, elle est très présente. Il y a des bureaux un peu partout sur les sites de compétition. Et c'est normal, puisqu'on sait qu'en janvier 1993, toutes les frontières de l'Europe, en fait de l'Europe des 12, vont tomber, ces frontières-là. Donc, on aura un marché commun économique, une monnaie commune éventuellement, pas nécessairement en 93. On parle peut-être de 95, peut-être un peu plus tard, le temps de régler, bien sûr, les problèmes dans chacun des pays. Ce drapeau, c'est l'Europe et sa communauté. L'Europe, un continent qu'on qualifiait de vieux, mais qui jour après jour renaît dans l'unité. Alors 12 étoiles qui représentent la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, le Royaume-Uni et le Portugal. Les deux derniers membres, l'Espagne et le Portugal, qui se sont joints à la communauté en 1986. Ça fait déjà 6 ans. Caméras, évidemment, on a fait le tour du stade. Il y a des caméras qui sont prises dans des grues immenses et très hautes. Ça prend des caméramans qui n'ont pas le vertige et qui ne sont pas frileux parce que quand le soleil tombe, c'est pas chaud. Le metteur en scène de toute cette manifestation, c'est un très jeune homme, Philippe Decouplet. Il a à peine 30 ans. Il est dans le métier depuis de nombreuses années. Il a fondé d'abord une troupe de danse. Il a commencé avec quelques danseurs. Il en avait 15 en 1983. Aujourd'hui, ils sont 250. Et Philippe Decouplet a été un des chorégraphes, justement, en 89, du bicentenaire de la Révolution française. Donc, toutes les grandes manifestations qu'on a faites sur les Champs-Élysées, donc le 14 juillet 89. On dit que c'est un grand distrait qui oublie tout, partout, partout. Ça m'a fait rire parce qu'il y avait une photo de lui avec des lunettes et on disait qu'il perdait entre autres ses lunettes. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fout avec ses lunettes? Alors le salut de la communauté économique européenne, dont on hisse le drapeau au mât, à l'un des mâts du stade. Un drapeau à fond bleu assorti au centre de 12 étoiles.
probablement la fumée des feux d'artifice qui est restée au-dessus du stade. C'est la 3e fois que la France présente les Jeux Olympiques. 1924, les Jeux Olympiques d'hiver. 1924 à Chamonix, 1968 à Grenoble et aujourd'hui à Albertville, dans la Savoie. Et par un curieux hasard, si on fait 1924 plus 1968, ça fait 1992. En fait, si on prend seulement les derniers chiffres, 24 plus 68, ça fait 92. Et on parle beaucoup des Jeux d'Albertville, mais en fait, c'est toute une région qui accueille les Jeux. C'est toute la région de la Savoie qui accueille les Jeux. Il y aura en tout une dizaine de sites de compétition et c'est pas sans causer des problèmes. Pour l'instant, d'ailleurs, il y a eu des critiques très négatives dans les journaux du monde entier. Les gens d'Albertville et les organisateurs auront beaucoup à faire pendant les 16 prochains jours. Alors voilà l'arrivée du président, M. François Mitterrand, président de la France depuis 1981. Il en est à son 2e mandat. Il est accompagné de la jeune Séverine de Pelloux, d'Annecy. Donc on voit ici les deux présidents, Michel Barnier et Jean-Claude Killy, avec M. Juan Antonio Samaranch. La jeune du Pelloux, Séverine du Pelloux, a été choisie à la suite d'un concours organisé dans la région de la Tarentaise, la région de la Savoie. Elle a 11 ans et demi. Et on dit qu'il y avait des milliers de jeunes qui ont auditionné et les deux qu'on a gardés à la fin, donc cette jeune fille et une autre jeune fille, bien, toutes les deux sont dans la même classe. Alors, donc l'autre jeune fille était là derrière si jamais la jeune Séverine avait perdu, Séverine plutôt avait perdu la voix ou quoi que ce soit, il y avait un double. Alors, M. Barnier est président du COJO avec Jean-Claude Killy, 40 ans, 3 enfants, diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris. En 82, il a été élu à la présidence du Conseil général de la Savoie. C'est lui que l'on aperçoit derrière M. Samaranch. Et il est président du COJO depuis le 27 avril 1984. Et il est très impliqué dans la région. Il est aussi le président de Technolac. Technolac, c'est un parc de technologie qui est installé tout près d'ici à Chambéry. Et c'est lui qui en est le président, donc, et qui veut amener sur le site aussi une université. Alors, pendant que les dignitaires s'approchent de la tribune d'honneur, nous en profitons pour faire une pause en vous rappelant que vous regardez en direct d'Albertville la cérémonie d'ouverture des 16e Jeux olympiques d'hiver. Nous sommes de retour avec la première délégation. Les dignitaires sont maintenant assis à leur place d'honneur dans le stade et nous allons apercevoir maintenant chacune des délégations de chacun des pays qui va défiler pour venir assister à cette cérémonie d'ouverture. Naturellement, c'est toujours la Grèce qui ouvre le défilé. C'est chez eux qu'autrefois s'alluma l'allégresse. Tout ça par tradition, bien sûr, puisque c'est là qu'a revu le jour, donc les Jeux olympiques des temps modernes. La Grèce, 9 900 000 de population. Athènes en est la capitale. La Grèce n'a jamais gagné de médaille aux Jeux olympiques d'hiver, mais c'est le berceau de l'olympisme. Et comme c'est le cas pour la plupart des Jeux d'hiver, c'est plutôt une participation symbolique que celle de la Grèce aux Jeux d'hiver. C'est tout de même bien qu'on retrouve des gens donc, qui veulent aller s'entraîner ailleurs et faire des sports d'hiver. Pendant qu'on voit ici donc l'entrée de l'Algérie, vous aurez vu que c'est d'une façon toute originale qu'on amène le nom des pays donc dans une bulle qui représente bien sûr la neige de la Savoie. Et le porte-drapeau pour l'Algérie plutôt, c'est la jeune Nassira Boukamoun. Elle est la seule jeune fille de cette équipe, une équipe assez restreinte. Et tous les gens qui y sont donc font du ski alpin. L'équipe d'Allemagne, et pour la première fois depuis 1968, tous les athlètes allemands participent aux Jeux d'hiver sous le même drapeau. La nouvelle Allemagne unifiée à Berlin comme capitale et elle conserve le titre officiel de République fédérale d'Allemagne. L'emblème, l'hymne et la monnaie ouest-allemande ont été conservés. Population de 78 millions d'habitants. Et le 16 novembre 90, le sport olympique allemand a scellé à Berlin son unification avec la fusion des comités olympiques des deux anciens États. On sait que l'Allemagne de l'Est a toujours été très forte derrière l'Union soviétique pendant les Jeux olympiques d'hiver. On verra bien ce que ça donnera avec les deux équipes unifiées, mais avec tous les scandales, vous le savez, qu'il y a eu à cause de la drogue, bon, de tous les laboratoires clandestins ou autres qu'il y avait en Allemagne de l'Est, ça risque de donner un coup. Pour être en forme, pour se dépasser et pour gagner des médailles. Moi,
moi, lorsque je faisais une Coupe du Monde, j'arrivais 3e, les gens étaient déçus. Ils disaient, Pierre, pourquoi t'as pas gagné? Qui peut dire qu'il est 20e au monde dans son domaine? Quand je fais mon exercice le matin, il n'y a rien qui peut arriver dans la journée que je n'arriverai pas à surmonter. Même quand j'ai été blessée pour ma fracture de stress, on m'a pas dit d'arrêter. Ici Jean-François Lépine, bienvenue en jeu. Vous avez tous au moins un peu suivi les Jeux d'Albertville. Vous allez voir aujourd'hui quel prix les athlètes ont dû payer pour en arriver là et quel prix ont dû payer ceux moins connus qui n'ont pas réussi à se rendre à Albertville parce que leur corps a craqué avant la compétition. Il y a au Canada environ 900 athlètes de calibre olympique pour lesquels le gouvernement d'Ottawa dépense jusqu'à 60 000 $ chacun par année. Mais dans un monde où tout est bon pour gagner, où une place sur le podium donne droit à des retombées financières faramineuses, la machine est souvent poussée à bout. Nous allons vous montrer aujourd'hui quelles sont les séquelles de l'entraînement physique, le nôtre comme celui des champions. Vous verrez aussi comment de plus en plus de sportifs canadiens rejettent un système de compétition qui fait mal. C'est une fracture de stress en bas du tibia, près de la cheville. Et puis, c'est l'os qui est craqué. Et puis, à chaque fois que j'ai une pression dans la botte, ça me fait mal, comme une aiguille qui rentre dans la peau. Alain Villière, 26 ans. 4 fois champion canadien de slalom, 14e aux Jeux de Calgary, 8e en Coupe du Monde 90. On le voyait déjà sur les podiums d'Albertville. Mais Alain est resté à Saint-Sauveur, bloqué par une blessure qu'il traîne depuis 1 an et demi. J'ai fait 3 jours d'entraînement et puis ça a recommencé à faire mal tout de suite. Ils m'ont gelé pour faire les championnats du monde. Et puis j'ai fait les championnats du monde, mais je pense que j'ai fini 18e. Puis j'étais pas là à 100%. Atteindre de tels niveaux de performance veut dire tout sacrifier à son sport. Interrompre ses études, s'entraîner intensivement et surtout skier. Et skier encore, blessure ou pas. On s'écoute pas assez, peut-être. On s'écoute pas assez, puis quand tu es dans le feu de l'action, souvent c'est difficile de dire, bon, ben, j'arrête. Tu sais, quand tout va bien, puis que tu as de l'argent à faire, puis je veux dire, au niveau où c'est que j'étais, ça m'a pris du temps à arriver. Et puis j'étais rendu là. Et puis j'étais content d'être là, puis ça me tentait pas d'arrêter 2 semaines pour perdre peut-être des places aussi. Quand tu arrêtes 2 semaines, tu perds des places à ton rang mondial, puis ça peut t'affecter. Affecté financièrement aussi. Le ski alpin est un des rares sports amateurs où l'athlète peut faire énormément d'argent grâce aux commanditaires. Pour les compagnies de ski, il faut que tu sois au niveau international pour que ça devienne payant. Les championnats du monde, les Olympiques et puis la Coupe du monde, c'est ça qui les intéresse. Suite aux fractures de stress qui a succombé, on ne peut pas, c'est sûr, honorer tel quel les contrats comme c'est envisagé, surtout que les fixums sont considérables dans les contrats d'entente. Les fixums, c'est les montants alloués en prenant en considération les victoires. Plus on performe, plus on est riche, et moins on a envie d'arrêter. S'être blessé coûte à Alain des dizaines de milliers de dollars par année. Et avec un secondaire 5 en poche, l'avenir est moins souriant. C'est sûr que ma valeur marchande descend parce que ça fait deux années quand même que je suis hypothéqué. C'est difficile pour moi après d'aller négocier des contrats qui sont quand même importants. Donc je vais être obligé de me trouver un emploi. Puis c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment, là, essayer de me trouver quelque chose. Dans l'univers de la haute compétition, tout le monde veut gagner, se dépasser, au risque d'aller trop loin. Il n'y a pas juste moi qui décide dans l'équipe, il y a les entraîneurs, puis il y a les médecins. Et puis, c'était dur de dire, bon, ben j'arrête, là, j'ai mal. Puis, souvent, les mâles sont mal diagnostiqués, puis ils disent, il y a mal, mais y a-tu vraiment mal? Puis tout ça, c'est compliqué. Donc, j'étais dans le feu de l'action, comme j'ai dit, mais avec du recul, puis je regarde ça, j'aurais peut-être dû arrêter à ce moment-là. De le guérir et puis voir ce que c'était exactement. Et puis peut-être aujourd'hui, je suis sur mes skis pour les Olympiques, ça c'est sûr. Voici la première façon de vous procurer une Toyota Tercel.
Avec Solution Toyota, il y a une autre façon. Et si vous cherchez les frais cachés, vous pouvez chercher longtemps parce que c'est 178 $ par mois sur 48 mois, incluant le transport et la préparation et sans verser un sou d'acompte. Ah, vous pouvez chercher. On n'a rien à cacher. Tu m'épateras toujours, Toyota. Maxime Pelletier est inscrit au programme pour enfants amputés. Grâce aux dons versés à l'Association des amputés de guerre, il porte fièrement des bras artificiels conçus pour aller à bicyclette. À mesure que Maxime grandira, le programme Les Vainqueurs répondra à ses besoins. On remplacera ses prothèses lorsqu'elles seront trop petites et on lui donnera des conseils ainsi que la possibilité de rencontrer d'autres amputés. L'Association des amputés de guerre rend le système efficace pour les enfants amputés. Hey, des bouchées d'avoine au miel. Il aime jouer, elle aime parler, il aime sa tranquillité. Mais au petit déjeuner, ce qu'ils aiment surtout, c'est les bouchées d'avoine au miel. Elles sont le céréales qui plaît, même si chacun aime faire ce qui lui plaît. Parce que c'est les seules céréales où on a mélangé des flocons croustillants de maïs et de blé avec des croquettes d'avoine grillées dans le miel. Les bouchées d'avoine au miel. Enfin, des céréales que toute votre famille aimera. Michel Leblanc, 33 ans, professeur. En matière de prêt personnel, la position de la Banque de Montréal est claire. Comprendre les besoins des clients, garder leurs demandes confidentielles et leur répondre le plus vite possible. J'ai obtenu le montant que je voulais, disait Michel Leblanc. Et je me suis senti respecté en tant que client. Ils ne sont pas là pour me juger. On a besoin d'eux, d'accord, mais la banque aussi a besoin de nous. Simrak Deivaret, Vanchurek, Hashimredori, oh, Shimbredori, Zinari, oh, Dobiduri. Oh, Sifret, Zibor, Lissol, Shreftiv, Praprawi, Germ Penny, Festival, Praprawi, Germ Penny. Lysol, une gamme complète de produits pour tous vos besoins ménagers. Praprawi, Germ Penny. Au Canada, après les Jeux de Séoul, l'affaire Ben Johnson a eu l'effet d'un électrochoc. On dit même que depuis 1988, le sport amateur ici a commencé à se débarrasser de la drogue. Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson, n'est plus là et le Canada est devenu un des chefs de file dans la lutte contre le dopage, au risque d'ailleurs de perdre la course aux médailles. On a instauré des contrôles antidopage sans préavis, même durant l'entraînement des athlètes. Mais ne nous leurrons pas, le problème n'est pas réglé pour autant. Et ce soir, Bertrand Hall et Serge Barrette vont nous montrer que même si on ne se drogue pas, il y a un prix à payer pour devenir champion. Vous verrez des choses étonnantes sur la santé de nos dieux du stade. Plus vite, plus haut, plus fort. La devise olympique a un prix que tous les athlètes sont prêts à payer. C'est sûr qu'on atteint une limite. Puis si on veut devenir le meilleur au monde, c'est celui qui pousse cette limite-là le plus loin. Lucie Laroche, ligament déchiré au genou le 9 décembre, opéré temporairement le 14 décembre, ski avec une orthèse dès la mi-janvier, blessée à nouveau le 9 février à Albertville, elle devra procéder à une reconstruction complète du genou. Kurt Browning, blessé à une vertèbre en novembre dernier, a tenté Albertville malgré une douleur intense dans le dos. Myriam Bédard, souffrant de menstruations douloureuses, a subi un traitement pour modifier son cycle pendant la durée des Jeux. Ce fameux accident d'Isabelle, où elle était totalement épuisée et il y a un entraîneur qui l'a poussée à ce moment-là à en faire encore plus. Et puis là, il y a eu une faiblesse et puis elle est tombée sur la tête à partir d'à peu près une douzaine de pieds de haut. Isabelle Duchesnay, en carrière, fracture du crâne, fracture à l'omoplate, opérée au genou 3 fois, patine depuis août dernier avec une vis en métal de 3 cm dans un pied, suite à une nouvelle fracture. Tout ça pour une médaille. Il y a un dicton qui dit « le sport, c'est la santé », mais c'est un mythe. Au niveau professionnel, au niveau olympique,
très peu d'athlètes sont en excellente santé, surtout dans les sports à haute composante d'endurance. Même quand j'ai été blessée pour ma fracture de stress, on m'a pas dit d'arrêter. Puis moi, je voulais pas non plus arrêter. J'avais des championnats du monde qui s'en venaient dans 2 mois après. Je voulais continuer à garder ma forme. J'ai eu de l'espoir jusqu'en août, au mois d'août là, cet été. Puis là, quand j'ai vu que c'était impossible, là, que vraiment, là, c'était jouer avec le feu, justement, avec ma santé, là, ça a été une grosse déception. 5, 4, 3, 2, 1. Faux départ. C'est en Savoie que Marie-André Masson aurait dû partir, pas dans la Gatineau. Et ce n'est pas l'été dernier, mais en juillet 90, que son billet pour Albertville lui a échappé. J'avais une douleur, mais au début, c'était pas très, très intense. Après ça, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben là, au début, on pensait que c'était encore de l'inflammation, puis à un moment donné, on s'est dit, ben non, c'est pas ça. J'ai passé des tests plus poussés, puis là, c'était fracture de stress. 2 fractures, en fait. L'une guérit vite, l'autre pas. Marie-André doit tout arrêter. 1 an avant les Jeux, ça ne pardonne pas. Fondeuse numéro 1 de l'équipe nationale ou non. À 28 ans, elle doit renouer lentement avec la compétition. C'était dur? Ouais. Une bonne course ou pas? Une bonne course. J'arrive quand même de loin, là. Moi, je suis avec des filles qui sont à temps plein en ski. Qui s'entraînent depuis le début de l'été. C'est bon. Je pense que cette année, c'est une année là, vraiment de récupération, puis je m'amuse. Puis si je peux pas skier autant que je le souhaite, c'est pas plus grave que ça. L'année prochaine, là, ça va compter. Parole de championne. 14 ans de carrière, dont 12 ans d'équipe nationale. Des débuts fulgurants et un rêve. Déjà, si c'était de faire les Jeux olympiques, d'être sur le podium, je pense à 18 ans, je me souviens d'avoir pensé ça. Adieu école, profession fondeuse. À la clé, une bonne douzaine de médailles d'or au Canada, un championnat nord-américain et en 85, une 6e place en Coupe du Monde. « 85, année charnière, le ski de fond évolue. Du style classique, on passe au pas de patin, très rapide, mais physiquement très éprouvant. C'est au printemps 85 que ça a commencé. Là, c'est l'année de transition, l'année où j'étais pas tellement préparée à faire du patin. À partir de février, on faisait toujours des courses de patin. Là. On n'en faisait plus de classiques. Mais à l'été, j'ai commencé à avoir des problèmes, au printemps, là, des problèmes de hanche. C'est venu bien progressivement. Probablement, même au printemps, je l'avais, mais c'était une raideur. À un moment donné, cette raideur-là, elle s'est amplifiée, tellement que... Là, après ça, j'avais de la misère à me pencher, de la misère à m'étirer un peu. Une tendinite devenue chronique qu'elle va endurer d'entraînement en compétition pendant 3 ans, avant d'être enfin opérée à la hanche. J'ai craqué après 15 km. J'avais plus d'énergie. Et qu'on découvre aussi un problème beaucoup plus grave. Je me suis mis à utiliser le calcium qui était dans mes os. Puis là, ça m'a fait des os, j'ai eu des os plus fragiles. Puis avec l'entraînement de course à pied, puis j'avais aussi un entraînement de musculation là, qui avait beaucoup d'impact. J'ai eu une fracture de stress à la hanche. Une fracture de stress, c'est une fracture de l'enveloppe de l'os, du cortex de l'os. Il y a certaines personnes qui sont plus prédisposées que d'autres à avoir ces fractures-là. Puis chez les femmes, les athlètes d'élite qui font un entraînement à haut niveau, elles ont souvent un problème hormonal. Elles ont des troubles au niveau des menstruations, soit que les menstruations sont débalancées ou, comme dans le cas de Marie, elles n'ont pas du tout de menstruation pendant plusieurs années. Alors, on se retrouve dans un état qui est comparable un peu à la ménopause parce qu'elles ont une carence en estrogène et en progestérone. Puis, avec les années, elles perdent de la densité osseuse. Puis, à ce moment-là, les os sont plus fragiles à se briser avec un stress qui est pas si fort que ça, finalement. J'en ai jamais eu de cycle menstruel ou presque.
J'ai commencé à être menstruée à 14 ans, puis ça a été une fois par an, puis après ça, ça a été rien du tout pendant 8 ans. Puis à cette époque-là, quand j'en parlais aux médecins, ils me disaient « Ah, c'est normal, les athlètes, vous avez un taux d'adiposité tellement bas que ça va revenir quand tu vas arrêter de faire du ski ou l'entraînement intensif. » Dans les années 80, tout le monde était content qu'un athlète n'avait pas ses menstruations. L'athlète, la première, parce que ça ne la dérangeait pas pendant ses compétitions. Les entraîneurs étaient contents, puis même les médecins ne savaient pas que ça pouvait apporter des problèmes. Aujourd'hui, on sait. Les athlètes s'infligent un rythme effréné d'entraînement. Ça varie entre 2 et 3 heures par jour. Puis c'est pratiquement 11 mois par année. C'est sûr qu'on ne fait pas toujours du ski 11 mois par année. Il y a une période où l'été, on fait de la course à pied, vélo et tout ça, mais on va quand même sur les glaciers à l'automne, même en été, en juillet, puis aussi en août. Et ensuite, ça va à l'automne pour skier vraiment définitivement jusqu'à la mi-avril. Chez les jeunes filles, le processus est cruellement simple. Surentraînement égale perte de poids rapide, arrêt des menstruations et risque d'ostéoporose. Marie-André a perdu 20% de sa masse osseuse. Elle a des os d'une femme de 50 ans. Quand on est au niveau élite, où on vise à avoir des performances optimales, c'est difficile de l'équilibre entre la santé excellente puis la maladie. Là, il n'y a pas une grosse différence. Alors, Marie-André, elle a passé un petit peu de l'autre côté. Présentement, elle n'est pas en excellente santé. Parce qu'on voit, là, elle a perdu de sa masse osseuse. C'est quand même important pour un petit peu plus tard dans la vie. Puis ça a été dû, là, on peut dire que c'est directement en rapport avec l'activité physique qu'elle a pratiquée pendant plusieurs années. Alors, le problème chez les athlètes dans la vingtaine qui se ramassent avec une perte de 20% de masse osseuse, on a de la difficulté à rattraper complètement ce qu'elles ont perdu jusqu'à l'âge de 30 ans. Puis après ça, à 30 ans, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une perte naturelle qui se fait. Je pense seulement à ceux qui font du dopage, là, qui prennent des drogues pour améliorer leur performance. Moi, je me suis toujours dit, jamais je prendrais ça parce que je pense que c'est néfaste pour la santé. Puis là, ben, là, si j'y pense aussi, j'ai fait des choses qui étaient néfastes pour la santé, mais je le voyais pas comme ça. Puis j'imagine quelqu'un qui prend de la drogue doit se dire la même chose. Quand je vais arrêter, tout va se rétablir, puis j'aurai pas de séquelles. Moi, je pensais comme ça va se rétablir, puis je vais être tout à fait normale après le ski. Devenir numéro 1, repousser ses limites, être un champion. Le courage des athlètes d'élite réside d'abord dans la tête, mais en ignorant les signaux qu'envoie le corps, l'étoffe des héros risque la déchirure. Les athlètes souvent manquent de confiance, puis vont faire à la lettre qu'est-ce qui est écrit sur le programme d'entraînement. C'est ceux-là souvent qui ont des problèmes de surentraînement ou qui sont malades plus souvent ou qui ont des blessures plus souvent. Puis parce que c'est marqué sur ta feuille d'entraînement, bon ben jeudi, tu as 3 heures d'entraînement, tu te lèves le matin, tu files pas bien, tu y vas quand même, parce que c'est écrit. C'est ça, pas s'écouter, là, puis pousser un peu trop fort. Si l'athlète se trompe, son entraîneur aussi. Une relation trop exigeante parfois, et pas toujours éclairée. L'apparition d'une nouvelle technique comme le pas de patin a pris tout le monde par surprise, poussant même les plus grands à improviser. C'était nouveau, le sport évolue continuellement. Ça, c'est une nouvelle technique qui est arrivée, puis chacun a appris en faisant des erreurs. C'est essai-erreur. On est dans le domaine là où il n'y a rien d'absolu là-dedans. C'est une nouveauté. Le gros problème, c'est que les entraîneurs ne respectent pas des principes d'entraînement logiques. Un principe en entraînement, c'est qu'on n'augmente jamais la quantité de travail au dépend de la qualité du travail. Et puis, en Amérique du Nord, on considère que le volume égale la qualité de la performance. Et c'est pas ça du tout. Ce qui est important, en fait, c'est d'en faire le moins possible. C'est la loi du moindre effort qui compte dans l'entraînement sportif intelligent. Entraînement à l'excès, savoir approximatif, obsession de performer à tout prix. En bout de course, c'est l'intégrité même de l'individu athlète qui est en jeu. Et la douleur peut s'étendre du corps à l'âme. Je me valorisais beaucoup en fonction des résultats. J'avais un bon résultat, je me sentais bien, je me sentais quelqu'un de correct. J'avais un mauvais résultat, puis je m'isolais, j'avais de la misère avec ça. C'est ça, je pense que je me jugeais un peu trop par rapport aux résultats.
champion, c'est celui qui va pousser encore plus loin ces petits détails-là, puis c'est lui que sa santé va être à la limite, mais c'est lui qui va gagner aussi. On est prêt à risquer sa vie pour être champion du monde. Mais l'athlète est-il vraiment le seul responsable de l'excès? Nous avons un principe fondamental dans la société, dans notre société occidentale, qui est une sorte de croyance en la valeur de la suprématie. To be number one. De conquérir tout, la matière, le temps, l'espace. C'est la société qui demande d'être toujours meilleure. Moi, lorsque je faisais une Coupe du Monde, j'arrivais 3e, les gens étaient déçus, disaient « Pierre, pourquoi t'as pas gagné? » Est-ce que les Olympiques, c'est fait pour les athlètes ou bien c'est fait pour la télévision, pour le spectacle? Être rentable, nouvelle devise des Jeux. Commercialisation, médiatisation, le spectacle à tout prix, pour nous, avant tout. Depuis Los Angeles en 84, des études prouvent que la télévision ne présente plus que le médaillé d'or, ou presque. Être 16e au monde, c'est presque la disgrâce. On demande des Pierre Harvey à toutes les 5 minutes. On demande qu'il gagne à toutes les courses. Et on en fait tant qu'on peut. Parce que sans ça, les commanditaires ne sont pas là. Sans ça, le national n'est pas là. Sans ça, OK, le système veut ça. Et c'est de la haute performance de façon quotidienne. Ça, c'est très difficile. Et c'est là que l'athlète se trouve. Il est donc dans une zone grise où l'on pousse encore un peu plus loin les ressources de la personne, son énergie, sa volonté, et puis l'appui de la société qui, de mille et une façons, souhaite cette performance, la produit, l'encourage et en jouit. Le feeling au départ, puis après une course, surtout quand tu as bien fait, c'est extraordinaire. Pas facile d'abandonner ses rêves, surtout quand les prochains Jeux ne sont que dans 2 ans. Marie-André a repris ses études cette année, mais ça ne pourrait être qu'une courte convalescence. Le désir de recommencer est toujours là, le risque aussi. Elle cherche jusqu'où ne pas aller trop loin, la mesure dans la démesure. Je me demande encore si j'ai atteint ma limite ou je suis encore capable d'aller plus loin. C'est certain que je ne veux pas continuer avec des douleurs, là. Je veux faire de l'entraînement puis plus avoir mal. Voici l'Aérostar dans sa version d'origine. Un véhicule offrant beaucoup de confort à tous ses passagers. Énormément d'espace de chargement. Et dans son nouvel intérieur, côté conducteur, un coussin gonflable. L'Aérostar, le plus pur de sa race. Ford, des idées qui font du chemin. 3M rend hommage aux athlètes olympiques qui ont su innover. Dont les idées étaient si originales qu'elles ont changé les façons de faire pour toujours. C'est ce même esprit innovateur qui nous a poussés à inventer les feuillets Post-it. Et depuis, une innovation n'attend pas l'autre. 3M, l'innovation à votre service. Des bouchées d'avoine au miel. Il aime jouer, elle aime parler, il aime sa tranquillité. Mais au petit déjeuner, ce qu'ils aiment surtout, c'est les bouchées d'avoine au miel. La sorte de céréales qui plaît, même si chacun aime faire ce qui lui plaît. Parce que c'est les seules céréales où on a mélangé des flocons croustillants de maïs et blé avec des croquettes d'avoine grillées dans le miel. Les bouchées d'avoine au miel. Enfin, des céréales que toute votre famille aimera. L'étude de l'image. Une façon de connaître les autres et soi-même. Une leçon que l'on n'oublie pas chez Canon. Nos produits de bureautique sont tous conçus en fonction de l'image. Une image que nous ne cessons d'améliorer et qui fait de nous le plus important vendeur de copieurs et télécopieurs au Canada. Canon. La perfection par l'image. Aujourd'hui, les jeunes Québécois prennent la vie très au sérieux.
veulent réussir sans attendre, sans se priver et sans passer le reste de leur vie à payer. Juste un essai et vous serez convaincu. Pour un temps limité, 1000 $ de remise ou un taux de crédit du fabricant. Avant l'affaire Ben Johnson, le sport amateur au Canada baignait, comme un peu partout dans le monde d'ailleurs, dans la drogue. Aujourd'hui, on a éliminé graduellement ce phénomène, mais vous le verrez, les méthodes d'entraînement, elles aussi, commencent à changer. Faire du sport de compétition, c'est jouer constamment avec une sorte de ligne rouge, une ligne de danger. Mais de plus en plus de sportifs amateurs au Canada optent pour une compétition plus saine, au risque que la performance en souffre. On pense même à favoriser davantage le sport pour tous et à laisser l'entraînement des champions à l'entreprise privée, par exemple. Graduellement, les mentalités changent, mais on ne verra que dans quelques années les résultats de cette nouvelle tendance qui s'installe dans le sport amateur au Canada. Toujours plus vite, plus haut, plus fort. Un athlète cherche à dépasser ses limites. Peut-il le faire sans se détruire? Au début, il faut analyser le sport, déterminer quels sont les besoins de ce sport. Et ensuite, on analyse l'athlète. On lui fait passer une série de tests. Et puis avec toute cette information-là, on construit un programme d'entraînement qui doit l'amener vers une performance record. Analyser le geste sportif, identifier ce dont l'athlète a besoin pour le réaliser et compenser là où ce geste fait mal. Charles Poliquin a modifié l'entraînement de 58 des 116 athlètes canadiens présents à Albertville, dont les équipes de luge et de bobsleigh. Peut-être une nouvelle race d'entraîneurs. Souffrir pour gagner, il n'y croit pas. Et il est extrêmement bien payé pour ça. La grande proportion des blessures peut se prévenir. Il y a des besoins qui sont spécifiques à la discipline, mais aussi des points où l'athlète a plus de tendance à se blesser. Par exemple, en bobsleigh, le volume d'entraînement était beaucoup trop haut, premièrement. Et puis, les athlètes ne faisaient pas assez de travail de qualité, c'est-à-dire un travail en force explosive. Tandis que les lugeurs faisaient beaucoup trop de groupes musculaires. En fait, leur entraînement de musculation ressemblait à ce qu'on donne à un joueur de ligne offensive au football américain. Poliquin dénonce l'entraînement au Canada comme étant trop souvent moyenâgeux. Vrai ou faux, ces athlètes, en tout cas, semblent apprécier la différence. Moi, j'avais une blessure à l'épaule, puis il a pris ça en considération, puis il m'a fait un entraînement en fonction de ma blessure, puis là, ma blessure est totalement partie. Puis les médecins, je me souviens, les médecins qu'on avait en 87, ils m'ont dit que c'était une blessure qui allait être, pour le restant de mes jours, ça allait toujours être là, puis elle est partie, la blessure. Ce qui n'empêche pas la meilleure préparation d'être victime de ce qui fait la beauté du sport, l'imprévu. Avant 84 ou avant 83, je choquais en compétition. Je me retrouvais toujours 5e, 6e, 7e aux compétitions internationales. Pourquoi? C'était pas un problème d'entraînement. C'était un problème entre les deux oreilles. C'est-à-dire que j'avais de la difficulté à m'imaginer moi-même gagnante. C'est pas en plongeant 10 heures de plus par semaine que je vais réussir à changer mon image que j'ai entre mes deux oreilles. Mais la journée que j'ai été capable de me voir moi sur la plus haute marche, puis l'américaine là, puis une autre américaine là, c'est ça qui a fait la différence. À 20 ans, Sylvie Bernier a décroché la Lune. Longtemps, elle s'est épuisée, blessée, pour atteindre cette médaille d'or. En 83, elle tente une nouvelle technique, la visualisation, ou si vous préférez, elle s'est mise à plonger dans sa tête. Je pouvais être au restaurant avec un groupe de personnes et partir complètement dans la Lune. Et penser à mes figures, penser à Los Angeles. Même qu'une fin de semaine, je pouvais prendre une fin de semaine de congé, par exemple, puis faire 3, 4, 5 listes dans ma tête, du début à la fin. Ça pouvait me prendre 1 heure à chaque fois. Et là, j'étais capable de corriger mes figures dans ma tête. C'était vraiment comme si je faisais un entraînement sur le tremplin, en piscine. Même qu'à la fin, c'était presque plus efficace
lorsque je pensais à mes figures plutôt que d'aller les faire. Donc, la visualisation, dans mon cas, c'était, je dirais, presque 80% de mon entraînement, les 2-3 derniers mois avant la finale à Los Angeles. L'entraînement mental peut peut-être éviter l'entraînement physique excessif, mais ne le remplacera jamais, ce que Sylvie Bernier admet et que des études américaines récentes confirment. Reste que la meilleure façon de ne pas aller trop loin, c'est encore de savoir où on va. Christine Sleit, coureuse du 800 mètres dans l'équipe d'athlétisme du Canada de 1980 à 1987. En 3 ans, elle se hisse parmi les 20 meilleures mondiales de sa discipline, l'heure du choix. Un certain Charlie Francis vient la féliciter, mais laisse entendre, sans stéroïdes, tu n'iras pas plus loin. Il m'a pas dit clairement prendre des stéroïdes ou des choses comme ça, mais à quelque part, il t'ouvre la porte. C'est à toi de faire une réflexion personnelle puis de décider ce que toi tu veux aller chercher dans le sport. Vous saviez que si vous vouliez entrer dans cette logique-là, vous pouviez aller le voir. Vous pouviez le faire. Prendre des stéroïdes et suivre un programme et espérer gagner la première place. Oui. C'était sous-entendu dans la conversation. C'était sous-entendu, puis c'est pas faux non plus ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai jamais fait mieux qu'une demi-finale dans des jeux, dans des championnats du monde ou des Jeux olympiques. C'est une médaille, la victoire que l'ex-entraîneur de Ben Johnson fait miroiter à la jeune femme. Mais elle a déjà prévu sa vie. Elle sera médecin en 1992. Ça n'a pas été une réflexion qui a duré très, très longtemps. Pour moi, dans ma tête, c'était clair que je me verrais mal faire ça. Si j'ai fait tant d'années de sport, c'est pas simplement pour la performance, mais je pense qu'au niveau développement personnel, ça m'a apporté beaucoup. Performer, se dépasser, tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Les gens réalisent pas ce que c'est que d'être 15e au monde, ou 20e, ou première au Canada, puis tout ça. Qui peut dire qu'il est 20e au monde dans son domaine? C'est quand les gens sont très exigeants. Moi, ce que j'ai accompli, ça me satisfait amplement. Je savais que génétiquement, je pouvais pas être la meilleure au monde. En fait, pour atteindre des sommets sans broyer l'athlète, c'est toute la pratique du sport qu'il faut repenser. Levé. Excellent. Quand je suis revenu des Olympiques en 88, je suis revenu moi ici et puis je suis resté 1 heure, je suis parti. J'ai dit moi non. J'ai dit non, là, je ne peux pas envisager qu'on continue de s'entraîner de cette façon-là. Je trouvais ça triste et passablement ennuyeux pour les athlètes. Le sport qui fait mal. S'il existe une discipline particulièrement dénoncée, c'est bien la gymnastique. Parce qu'on y débute extrêmement jeune et que pendant des années, les modèles de l'Est ont poussé parents et entraîneurs à vouloir fabriquer des Nadia Comaneci au prix d'un entraînement très autoritaire. Mais je pense qu'au niveau des entraîneurs en gymnastique féminine en particulier, il y a un petit peu d'abus qui a été fait, c'est-à-dire d'utiliser par exemple le statut de l'entraîneur, hein, et de surpasser à ce moment-là, de dominer un petit peu les jeunes filles pour les faire produire. Je pense que les erreurs principales que j'ai faites ont été beaucoup plus dans l'approche. C'est-à-dire que, par exemple, en étant plus jeune comme entraîneur, pour moi, une fille qui prenait du poids, alors c'était tout de suite la réaction. Et la réaction était, par exemple, extrême et choquée. Aveu, examen de conscience. Bernard Pétiot a transformé de fond en comble l'environnement et la philosophie entourant la jeune gymnaste, dès les tout débuts. C'est toi qui avais envie de faire de la gymnastique? Ben non, c'est mes parents qui ont décidé quand j'étais trop jeune. Ils ont décidé parce que, tu sais, je montais partout. Je faisais des équilibres partout. Au début, c'est sûr que le parent va, par exemple, si vous voulez, idéaliser la pratique, dire ça va être bon pour ma fille, je crois qu'elle a un certain talent, et finalement propose, si vous voulez, une décision pour la jeune fille. Après, nous, notre travail, c'est de tranquillement transférer cette responsabilité dans les mains de la jeune fille pour qu'elle en fasse son sport, sa propriété, sa décision. Tu fais ça pour t'amuser ou tu fais de la compétition? Ben, des fois, je m'amuse, mais des fois, je travaille pas.
Mylène Fleury, espoir olympique. Sa vie d'athlète n'a plus grand-chose à voir avec celle des gymnastes de la génération précédente. Fini les petits gabarits obtenus de force au prix d'adolescentes en ménopause. Fini aussi la gymnastique avant tout. Un programme scolaire spécial sport-études permet à Mylène de partager son temps entre l'école et le gymnase et autres loisirs. Bon, le samedi, je prends ça un petit peu plus relax. Bon, je fais mes choses à la maison, je vais dans les magasins, tout ça. J'ai un petit copain, fait que on prend du temps ensemble. Est-ce qu'il te reste du temps pour avoir un petit copain? Oui. Ça fait maintenant 2 ans et 8 mois, puis on s'entend très bien. Je veux dire, c'est un gymnaste lui aussi. On se comprend beaucoup. Une chose ne changera jamais. Devenir une grande gymnaste exige un immense courage. Avant, la manière dont on exploitait ce courage a souvent cassé l'athlète. Aujourd'hui, le changement est fondamental. Si on compare avec l'ancienne méthode, où finalement il y avait cette emprise, si vous voulez, de l'entraîneur, où finalement l'entraîneur possède l'athlète, OK, c'est sa propriété. Chez nous, ici à Gymnix, on a dû travailler très fort, finalement, pour éviter cette espèce de lien-là, qui était si fort, où chaque entraîneur dit c'est mon athlète. Chez nous, ici, les athlètes ne sont pas les athlètes d'un entraîneur, sont des athlètes qui s'entraînent au club Gymnix, et chaque entraîneur va avoir à intervenir avec plusieurs athlètes. Et un entraîneur, donc, possède pas, à ce moment-là, le programme complet d'un athlète. Pétiot parle d'entraînement éclairé, plus complet en tout cas. Plusieurs spécialistes entourent maintenant la gymnaste, dont des psychologues, ce qui modifie considérablement la façon dont l'athlète elle-même recherche la performance. Pendant mes blessures l'année dernière, j'en ai beaucoup parlé avec la psychologue, puis j'ai appris beaucoup de savoir où sont mes limites, où est-ce que se situent mes limites, puis de dire à un moment donné que je sens que je vais aller me blesser, de dire non, je le fais pas, celle-là. Ce mouvement-là, je le ferai pas parce que je sais que je vais aller me blesser. Si je les compare maintenant avec la façon dont elles pensent, donc elles s'organisent, je les compare aux athlètes d'il y a 15 ans, celles que j'entraînais d'il y a 15 ans, j'ai une extrêmement grande différence. J'ai des athlètes beaucoup plus sensibles. Oui, elles comprennent la recherche dans le sport, mais elles ne le font pas d'une façon aveugle. Si le sport d'élite reconnaît ses excès et tente de les corriger, peut-il encore créer d'aussi hautes performances? Oui, affirment ceux qui croient en sa valeur d'exemple et demandent qu'on investisse dans une meilleure formation. Non, rétorquent d'autres, qui prônent son abandon pur et simple au profit de programmes sportifs grand public. Un débat qui, au Canada, prend de l'ampleur. Un débat ou tout simplement le paradoxe même du sport. Au sujet de l'utilité du sport, un mot de Monterland. C'est Monterland qui parle. Je me dis souvent que si tout ce que moi et d'autres, nous avons vu de bienfaits dans le sport était illusion pure. S'il est vrai, comme certains le prétendent, qu'il lui arrive de détraquer le corps, qu'il n'éduque nullement le caractère et ne rapproche nullement les classes, il y aurait encore quelque chose qui est acquis, que rien ne peut lui enlever. Les heures de poésie qu'il nous fait vivre dans la grâce, la beauté parfois, dans la nature et dans la sympathie. Maxime Pelletier est inscrit au programme pour enfants amputés. Grâce aux dons versés à l'Association des amputés de guerre, il porte fièrement des bras artificiels conçus pour aller à bicyclette. À mesure que Maxime grandira, le programme Les Vainqueurs répondra à ses besoins. On remplacera ses prothèses lorsqu'elles seront trop petites et on lui donnera des conseils ainsi que la possibilité de rencontrer d'autres amputés. L'Association des amputés de guerre rend le système efficace pour les enfants amputés. C'est un départ vers les bas prix DAC. Distribution Consommateur vient de lancer son nouveau catalogue des bas prix. Et tout le monde se précipite chez DAC pour y trouver des milliers d'articles de marques réputées au plus bas prix garanti. Et ne ratez surtout pas le supplément des soldes Achète-Tôt. On économise davantage, comme sur ce Sport Walkman Sony 69,88 et cette cafetière isolante Black & Decker 59,99. Distribution au consommateur, c'est DAC.
où les plus bas prix sont garantis. Es-tu sûr, Raymond aussi, dit qu'on a beaucoup de choses en commun? Ah bon? Est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu te sens un peu, disons, mal à l'aise? Oui. Bon, alors 7h30? Ça te va? C'est parfait. Hey, comment je vais faire pour te reconnaître? Ah oui? Ben, écoute, je vais être le gars avec la Volkswagen. Parfait, ça facilite les choses. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ne vous y trompez pas, la Passat, c'est une Volkswagen. Ils me font rire avec leur histoire de marmotte qui annonce le printemps. Pauvre marmotte, mettez-moi à sa place. Ça fait 6 mois qu'elle dort. Elle est fatiguée. C'est pas fiable, ça. Moi, je l'ai le vrai test. Est-ce que la 50 voit son ombre? Non. Le beau temps s'en vient. Pense pas à ça. Pense pas à ça. Monter encore plus haut pour voir plus loin, beaucoup plus loin. Quand j'étais petit, mon père me prenait sur ses épaules pour que je puisse mieux voir. Aujourd'hui, je suis représentant de la Sun Life et je fais comme mon père. J'aide les gens à voir plus loin. Depuis 120 ans au Québec, des millions de familles font affaire avec nous. On voit plus loin. Si on a tendance à pousser l'entraînement des champions trop loin, c'est le cas aussi pour la majorité d'entre nous. Saviez-vous, par exemple, que les Canadiens ordinaires dépensent jusqu'à 5 milliards de dollars par année pour s'entraîner? Plus on est riche, plus on est éduqué, plus on a tendance à vouloir se tenir en forme. Mais attention, une enquête de Santé Québec révèle que le sport est la deuxième cause de blessures ici après les accidents du travail. Il nous en coûte chaque année jusqu'à 100 millions de dollars en frais médicaux à cause du sport. Et comme vous le verrez dans ce reportage d'Isabelle Albert et Solange Demeule, les accidents du sport sont causés principalement par la mauvaise qualité des équipements ou des équipes d'encadrement, mais surtout par le comportement même des sportifs du dimanche. Est-ce que vous poussez la machine au maximum? Oui, je suis comme ça dans à peu près tout. Pourquoi? Un gène à quelque part qui me dit que c'est comme ça qu'on s'entraîne. J'aime pas les demi-mesures. Pour se faire du bien, il faut se faire mal. Ils sont nombreux à le penser, à pousser fort, trop fort leur machine. Si la moitié des Canadiens s'adonnent régulièrement à des activités physiques pour améliorer leur santé, plusieurs se font plus de mal que de bien. Est-ce que vous souffrez pour avoir du plaisir? Est-ce que c'est dur? Oui. Oui, ça fait du bien de souffrir. Pousser la machine au bout, oui. C'est une souffrance qu'on contrôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous blesser? Oui, des blessures. Ben, je cours beaucoup. Alors, des blessures aux genoux, aux pieds, mais pas d'autres blessures. Mais là, vous vous êtes blessé récemment. Oui, j'ai une blessure depuis avant Noël. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai rien fait. C'est causé par l'entraînement régulier trop longtemps. Puis j'ai je me suis pas rendu compte que j'ai poussé un peu longtemps, un peu fort. Alors la nature se charge de nous dire. Souvent, le sport, les exercices, c'est comme une drogue. On ne sait plus s'arrêter et le corps, lui, se défend comme il peut. Chaque année, près d'1/4 de million de Québécois consultent un professionnel de la santé pour des blessures sportives ou récréatives. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Ah, c'est parce que j'ai des problèmes de dos. Je crois que c'est dû à les activités que je fais, comme le ski. C'est un peu agressif, fait que ça fait pas du bien. Vous poussez trop fort la machine? Oui, puis je vais continuer à la pousser fort. Pourquoi? Parce que j'aime bien le sport, puis j'essaie à atteindre le maximum. C'est un skieur bien difficile à arrêter. La semaine dernière, après sa journée de ski, il m'a dit qu'il était chez lui à peu près à 4 pattes. J'ai essayé de lui dire de ne pas en faire en fin de semaine. C'est sa drogue, il peut pas s'empêcher d'en faire. Il dit qu'il en a toujours fait. Puis bon, c'est pas le ski qui lui fait mal. Il a mal le lendemain du ski, mais quand il fait du ski, il est correct. Ça te fait mal après? Moi, c'est un joueur de hockey. J'ai une blessure au dos.
Et puis, je voulais pas attendre. Et on me traite pour mon dos à l'heure actuelle. Je continue à jouer au hockey encore. Vous continuez à jouer malgré votre blessure? Ah, définitivement. Ça, on n'arrête pas. Est-ce qu'on vous a conseillé d'arrêter? Je conseille toujours d'arrêter, mais je veux dire, si on est capable de se faire soigner en même temps et puis pouvoir continuer, il n'y a aucun problème. Est-ce que les gens sont difficiles à arrêter? Oui. C'est toujours difficile, même si on leur explique qu'en général, ça va guérir plus vite. Ils comprennent souvent, quand ça fait 2-3 semaines qu'ils ont persévéré, puis que là, ça ne guérit pas. Là, ils sont vraiment obligés d'arrêter parce qu'ils sont plus capables de faire le sport. Là, ils se décident d'arrêter, mais on leur dit tout le temps, si vous aviez arrêté au début, quand on vous en a parlé, bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez mieux, puis le problème, il serait déjà réglé. Il y a 1 an, je m'entraînais dans un centre de conditionnement physique. L'exercice demandait de faire une extension des jambes avec une charge, et soit que la charge était trop lourde, ou en tout cas, j'ai fait une hyper extension des jambes et je me suis fait mal au genou gauche. Il y avait personne qui vous surveillait pour vous conseiller? Mais vous avez des moniteurs dans le centre, mais sauf qu'ils peuvent pas. On n'a pas un moniteur par personne quand même. C'est à nous, si à un moment donné, à se superviser dans ce sens-là. Vous avez été un peu téméraire? Peut-être. Là, tu vas te trouver à pousser contre une résistance, il n'y aura pas de mouvement. Christian Ducasse a joué d'imprudence. Résultat, un ménisque déchiré, une opération au genou et des séances de physiothérapie. OK, tu vois tes chiffres? C'est difficile à comprendre parce que ces gens-là, quand même, c'est pas la course aux médailles, c'est pas la course au championnat. Non, mais ça fait partie de leur vie, puis c'est quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et pour monsieur tout le monde qui fait de la course à pied, lui, son 3-4 km par semaine, il est aussi important pour lui que la personne qui fait du patin de vitesse, qui va s'entraîner 8 heures par jour. Elle, c'est son 8 heures par jour qui est important. La personne qui fait son 3-4 km par semaine, bien, si tu lui enlèves ça, tu lui enlèves une partie de ses habitudes de vie, puis pour lui, c'est quelque chose de très, très important. Il n'y a rien qui va vous arrêter? La mort, mais je ne suis pas prête encore. Un certain nombre de blessures pourraient être évitées. Une des blessures en particulier, bien sûr, de surutilisation. C'est des blessures qui surviennent suite à un geste répétitif. À titre d'exemple, au racquetball, où on a un geste répétitif, le tennis ou le badminton, qui n'a pas une très bonne technique, le geste répétitif du revers, à titre d'exemple, peut entraîner une surcharge au niveau des muscles et des tendons, et à ce moment-là, à cause de notre technique déficiente, à ce moment-là, créer une blessure importante, encore une fois, de surutilisation. Alors, il pourra développer, par exemple, une tendinite au niveau de l'épaule. Et à ce moment-là, il se produit un phénomène d'inflammation qui va entraîner de la douleur, puis une limitation au niveau du mouvement. Alors, tout ce qui s'appelle geste répétitif, normalement, on devrait avoir un entraînement préalable avant d'entreprendre ce type d'activité. Pourquoi est-ce que les gens ignorent autant de choses concernant l'activité physique et le sport? C'est une très bonne question. Je pense que les gens... peut-être se pensent tous experts du fait qu'on a déjà pratiqué un certain nombre d'activités physiques. C'est comme si ce domaine-là appartient un peu à monsieur tout le monde. On est un petit peu tous des gérants d'estrade de nos propres conditions physiques et on évite ou on n'a pas le réflexe d'aller consulter justement des professionnels dans ce domaine-là qui pourraient nous guider et nous donner justement nous aider à prendre de bonnes orientations, d'établir des objectifs qui sont réalistes en fonction de notre condition physique. De plus en plus, les sédentaires de longue date veulent retrouver la forme et un meilleur souffle. Les studios de santé sérieux leur proposent d'abord une évaluation de leurs conditions physiques. Prise de pression artérielle, mesure des plis adipeux pour déterminer le pourcentage de graisse dans le poids corporel. Le candidat est ensuite invité à subir un test pour déterminer sa puissance aérobique. Au moindre signe sérieux de fatigue, l'épreuve est arrêtée. Pas de poing, pas de maux de tête? Non. Non. Juste que je sens de la chaleur monter à mes joues. Ah. C'est recommandable pour des gens dans la quarantaine qui ont laissé l'activité physique depuis un certain temps. Ça permet entre autres de voir à quel niveau ils sont rendus et surtout de voir les faiblesses, les points majeurs et surtout les faiblesses pour ne pas faire d'erreur dans les activités qu'ils vont entreprendre et surtout dans le niveau d'intensité d'exercice qu'ils vont entreprendre. Et c'est là qu'est le point majeur, c'est de ne pas commencer avec des intensités trop fortes. Tous ne plongent pas dans le conditionnement physique avec le zèle des convertis prêts à subir le martyre. 50% des personnes inscrites dans des programmes supervisés abandonnent au bout de quelques mois. Le psychologue Raymond Desharnais s'est intéressé au phénomène de l'abandon.
Il a cherché à savoir ce qui se passe pendant une séance d'entraînement. Une centaine de sujets, comme François Pius, ont dû travailler soit à 45, 60 ou 75% de leur capacité maximale de travail pendant des séances de 20 minutes chacune. François est présentement à 75% de sa capacité maximale. 31. Régulièrement, il doit mentionner, à l'aide d'un code chiffré, ses impressions sur sa fatigue, son humeur et son anxiété. Nos résultats montrent qu'à 75%, l'anxiété se développe très rapidement. Après 8 minutes, il y a une progression très forte. L'humeur, après quelques 6 à 8, 10 minutes, passe du positif au négatif pour descendre de façon assez dramatique. Si quelqu'un fait de l'exercice à trop forte intensité et qui, après 20 minutes, a des courbatures ou puis a développé une trop forte anxiété durant sa séance d'exercice, donc peut avoir des effets négatifs sur la persévérance. Ça va bien? Les groupes de marche comme les Sans Ampoules de Montréal sont de plus en plus nombreux. Pour les gens qui n'ont pas fait d'exercice pendant plusieurs années, la marche est un bon moyen d'adapter l'organisme à l'effort. Roland Pépin, 64 ans, est l'un des piliers du groupe. Pour lui, la marche est devenue une priorité lorsqu'il a appris qu'il était diabétique. Pour le diabète, en fait, il n'y a pas beaucoup de thérapie, il y en a 3. La bonne alimentation, l'exercice physique ou, si ça ne fait pas, les médicaments, puis finalement l'insuline. Puis moi, j'ai choisi les 2 premiers. La bonne alimentation, puis l'exercice physique. Je contrôle mon diabète à 100%, sans médicaments, sans insuline. Je dors beaucoup moins, je récupère plus vite, je suis plus efficace dans le jour, je me sens en forme. Je me sens comme un jeune quasiment, mais je ne le suis pas, mais presque. Pour Robert Ménard et pour plusieurs mordus du conditionnement physique, l'exercice, c'est beaucoup plus que la bonne forme ou la santé. Ça m'a apporté beaucoup pour moi. J'ai eu des périodes très difficiles dans les affaires, puis ça m'a permis de passer au travers en confiance. Ça me donne de la confiance en moi, ça me donne de l'assurance. Puis je sais que quand j'ai fait mon exercice le matin, qu'il n'y a rien qui peut arriver dans la journée que je n'arriverai pas à surmonter. C'est invincible. Invincible. Toutes les meilleures idées au monde sont maintenant réunies dans une nouvelle automobile. Saturn. Saturn, l'automobile réinventée de toutes pièces à partir de 9 995 $. Eh, on ne se serait pas déjà vu quelque part? Très original. Saint-Michel, 1975, tu étais dans ma classe. Vous étiez un de mes étudiants. Quel est le secret de cette ère de jeunesse? Oil Ovulé, matin et soir. On voit ces fines lignes s'estomper. La peau devient souple et lisse. Mademoiselle Henry? Oui, Bernard Brown. Oil Ovulé, matin et soir. Wow! Le secret de cette ère de jeunesse. Vous et votre meilleur ami vous préparez pour le camp d'entraînement d'une équipe de baseball de Ligue majeure. Une occasion unique. Et cela, grâce aux points que vous avez accumulés en utilisant la carte. Une seule carte vous offre des primes aussi uniques. Le nouveau programme Points Privilèges de American Express. Des points de ligne aérienne et beaucoup plus. Nous avons pensé rendre ce petit véhicule plus abordable et nous l'avons un peu amélioré avec un puissant moteur 127 chevaux, des freins à disque aux 4 roues et une direction à crémaillère.
Voici l'Escort GT, formule améliorée. Ford, des idées qui font du chemin. Chère Tide, elle était archi-vieille, archi-grise, cette doudou. Mais pour ma petite fille, c'était comme sa meilleure amie. Plus ça allait, plus elle était grise. J'avais bien peur que ses jours soient comptés. Je n'arrivais pas à la rendre blanche. Alors, j'ai essayé Tide avec Javel. Un bassal ne devient pas plus blanc que ça avec les autres détergents. Il devient super blanc avec Tide avec Javel. Avec Tide, elle est redevenue toute blanche. Maintenant, au lieu d'une nouvelle couverture, on a un nouveau détergent. Merci, Madame Clancy. Pour les blancs les plus blancs, Tide est fameux. Quand tu dis « et que je te trouve comique », c'est comme si tu me disais « je t'aime, Dominique ». Un portrait en 3 volets d'une grande artiste. Dodo, à compter du 12 mars. La semaine prochaine, en jeu, après la santé dans les sports, la santé au travail. Nous vous présentons un reportage d'Alain Borgognon et Roger Archambault intitulé « Le travail, c'est pas la santé ». En 1992, malgré le progrès, nos milieux de travail continuent de nous empoisonner. Pourtant, nous y passons plus du tiers de notre vie. Ici Jean-François Lépine. Revenez-nous la semaine prochaine, mercredi, 21h. Qui est responsable de la crise dans le secteur des pêches? Les pêcheurs canadiens, étrangers ou les phoques? Le point ce soir, 22h25. Pour l'instant, restez à l'écoute du téléjournal de Radio-Canada. Ici Radio-Canada, pour vous avant tout. Vous auriez dû voir ça le mois dernier. Si tu pas beau un peu comme cuisine, hein? Hey, on peut bien faire pour notre cuisine ce qu'on a déjà fait pour nous-mêmes. Ben oui, une petite restauration. On a commencé à faire attention, à faire de l'exercice. Et on a adopté Country Crock. Country Crock contient la moitié des calories de la margarine ordinaire. Oh, la moitié des calories, mais tout le bon goût. Avec la moitié des calories, c'est facile de faire attention. Pour paraître mieux. Quoi de mieux dans notre cuisine belle à croquer? Essayez aussi les produits tartinables à base de fromage Country Crock. Moins de gras, plein de goût. Country Crock, quand on fait attention. Spellbound de Estée Lauder, offert à la baie. Pardon, monsieur. Rapidement, qu'est-ce que vous savez au sujet de l'assurance dépôt? Pas grand-chose. Pratiquement rien, même. Un petit peu, là, mais... Vous savez jusqu'à combien vous êtes couvert? Je crois jusqu'à 60 000 $. Vous avez raison, c'est jusqu'à 60 000 $. Est-ce que vous savez si vos dépôts sont assurés? Je pense que oui. Est-ce que vous savez quel type de dépôts sont couverts par l'assurance dépôt? Non. Certains dépôts sont assurés et d'autres dépôts ne le sont pas. Pour le savoir, vous pouvez composer le 1-800-461-SADC. Alors, quand on est mini Oreo, qu'est-ce qu'on est? Ouais, montrez-nous ça! Suivez votre compagnie! Ça suffit, les mini Oreo! J'en peux plus, prenez-les tous si vous voulez. Les nouveaux mini Oreos de Monsieur Christie. Ce soir, mon cher Claude, les arts visuels. Tout à fait. C'est hors de contrôle, on a besoin de monde. Ici Jacques Dubé, je suis à côté, j'arrive. Attention, il y a 3 jeunes en bas, côté est. Je vais couper à travers, je m'en occupe. Ça y est, je les vois.
du cœur à l'ouvrage avec les camions Chevrolet.